Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire. Bonjour Esté. Bonjour Thierry. Bonjour Romain. Bonjour Thierry. Donc webinaire sur le thème consentement et préférences utilisateurs à l'ère du RGPD. Alors vous qui êtes connectés avec nous, vous vous posez plus la question du pourquoi gérer le consentement ou les préférences utilisateurs, mais surtout maintenant comment le gérer. Donc c'est la raison pour laquelle on va aujourd'hui être accompagné d'Esté qui va se présenter. Oui, alors Esté Artis, consultante senior chez TNP Consultant. J'accompagne les entreprises dans leur mise en conformité et j'assume en particulier dans le cadre de mes missions la fonction de DPO externe. Et Romain. Bonjour, Romain Gauthier, cofondateur et CEO de Didomi, qui est une solution de gestion du consentement et des préférences. Donc, nous sommes spécialisés dans les solutions SaaS à destination des entreprises pour les aider à mettre en œuvre de façon pratique les questions de consentement et de préférence. Alors aujourd'hui, un agenda qui est riche en plusieurs points. Déjà, on va tout d'abord très rapidement rappeler la réglementation pour que tout le monde soit au même niveau effectivement d'information. Ensuite, on va bien sûr consacrer du temps sur les retours d'expérience, parce qu'il y a déjà beaucoup de retours d'expérience sur ces sujets-là. Et on passera aussi sur un sujet qui est très important, qui sont les bénéfices, les risques. Il y a des bénéfices en fait à la mise en place de la gestion des consentements et de la préférence utilisateur. Et enfin, on répondra à la question qui est l'objet de ce webinaire, c'est comment on implémente ces solutions. Et sans plus tarder, on va démarrer en fait tout de suite donc le rappel de la réglementation avec une question qui est simple en fait. Le consentement, c'est quoi en fait ? Pour reposer un petit peu les bonnes bases de notre échange pendant les minutes qui suivent, la notion de consentement, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion qui est définie par le RGPD et qui a été complétée par les lignes directrices du CEPD et qui est une manifestation de volonté qui doit être libre, spécifique aux finalités qu'on envisage pour le traitement, univoque et éclairée. Voilà. Donc c'est une base légale qui permet de fonder certains traitements, comme les 5 autres bases légales que prévoit le RGPD. Donc c'est une base qui est envisageable, et dans certains cas particuliers, la réglementation prévoit que un consentement explicite doit être donné lorsque notamment on est en face d'un traitement de données personnelles, de données sensibles. De façon très pratique, le consentement, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre quotidiennement. Quand vous atterrissez sur un site internet, la première chose que vous voyez, c'est une fenêtre qui va vous demander vous poser la question du consentement lié aux cookies. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent, et donc ça commence par ça souvent pour une entreprise, la gestion du consentement, et puis c'est plus largement dans toutes les étapes de la vie d'un client, un certain nombre de questions qui vont lui être posées pour savoir si on peut exploiter ces données personnelles à certaines finalités qui sont celles qui présentent un intérêt pour l'entreprise, notamment liées au marketing, à la communication, etc. Donc là, on a parlé de consentement, en fait, et maintenant on se pose forcément la question, consentement, préférence utilisateur, quelle différence en fait Je pense qu'il faut replacer les choses du point de vue du client, donc de l'utilisateur. La notion de préférence, c'est ce que comprend le client. C'est par exemple quand on parle de préférence de communication, sur quels canaux le client va être contacté, est-ce qu'il va recevoir des emails. Donc c'est le canal en fait, la voie. Ça peut être le canal, ça peut être d'autres éléments liés à ses préférences en matière de produits, ses centres d'intérêt, etc. Alors que la notion de consentement est vraiment la notion réglementaire qui englobe les préférences et qui va être donc dans le cas que j'ai cité le consentement à être sollicité pour des offres commerciales par exemple. Ce qui est important de retenir, c'est que le consentement à proprement parler, c'est vraiment la notion juridique. Et si on se réfère aux lignes directrices et à l'interprétation qui est faite du RGPD par le CEPD, ce qui est important de retenir, c'est que c'est aux entreprises d'innover et de choisir les modalités et les manières dont recueillir ce consentement. Donc la manifestation des préférences, et on va le voir par la suite, la possibilité de proposer un centre de préférence qui redonne le contrôle aux utilisateurs sur les traitements de leurs données à caractère personnel, c'est une innovation, une manière de traiter le consentement et de traiter les données personnelles. C'est vrai que dans la notion de consentement et de préférence, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on se concentre sur le point de collecte, donc le moment où on va poser la question, oui ou non, et on a tendance à négliger le fait qu'un client, dans sa vie, peut avoir envie de changer d'avis,
Et donc, il peut retirer voilà, son consentement. et dans la réglementation, il est spécifié qu'il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner. C'est même une condition de sa validité. Et donc, il faut aussi réfléchir du point de vue de l'expérience client à comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces modalités de choix. Et donc, la notion de centre de préférence peut être effectivement intéressante. Alors, il y a une forte actualité actuellement avec la CNIL, qui est en train de rédiger les nouvelles lignes directrices pour les consentements liés aux traceurs. Et on a la chance, en fait, d'avoir avec nous Romain, justement, qui est élu par ses pairs, éditeur de solutions de gestion de consentement pour participer à ces travaux. Donc, on va avoir quelques scoops, j'imagine. En tout cas, un planning donc de ce qui va se passer et quand est-ce qu'on y verra donc une ligne claire directrice de la CNIL. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, il y a une forte actualité sur les sujets liés au consentement. Donc, depuis le 25 mai 2018, il s'est passé beaucoup de choses et la CNIL cet été a ouvert un nouveau chantier lié à l'établissement de nouvelles lignes directrices sur le consentement lié aux traceurs. Donc, c'est pas seulement les cookies, c'est toute forme de traceur. Si vous avez une machine à laver connectée, peut-être qu'elle associe un identifiant personnel à sa device. Peut-être une machine à laver connectée. Donc, si vous en avez une, posez-vous la question de est-ce que vous avez bien donné votre consentement à ce que ces données soient exploitées. Mais donc, les lignes directrices de la CNIL portent vraiment sur ces éléments-là. Et donc, la CNIL a ouvert un chantier cet été de définir les façons pratiques de collecte du consentement lié aux traceurs, avec une concertation entre les associations professionnelles, donc dont nous faisons partie au titre de représentants des gestionnaires de consentement, et avec la société civile. Donc un certain nombre d'associations représentant la société civile sont également représentées. Et donc ces travaux vont donner lieu à une publication début de l'année prochaine. Donc c'est en janvier 2020, ça arrive, ouais. c'est évident, dans laquelle la CNIL va établir quelles sont les nouvelles modalités pratiques de mise en œuvre du consentement cookie, avec très probablement, et c'est peut-être là le scoop, une forme de durcissement, dans le sens où jusqu'à présent il y avait une vraie tolérance, notamment en matière de mode de consentement, la possibilité de continuer à naviguer sur un site internet comme mode de consentement. Ce sont vraisemblablement, en tout cas, les hypothèses sur lesquelles nous avons travaillé avec la CNIL nous laissent à penser que ça va se durcir. La fin de cette période, c'est juillet 2020. Donc, en gros, c'est durcissement et juillet 2020. Alors, ce qui est intéressant, Romain, c'est que tu parles de durcissement. Je sais pas si on peut vraiment parler de durcissement, parce qu'il faut pas oublier que la CNIL mène cette démarche, mais l'ICO, qui est l'autorité de contrôle anglaise, mène en parallèle une démarche qui est assez similaire pour se réinterroger sur cette manière de collecter le consentement pour les cookies et les traceurs. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la prise en compte et l'appropriation par l'autorité de ce qui est déjà exigé par le RGPD et par les lignes directrices, et finalement c'est une démarche conciliante et j'allais dire de consensus, comme tu le disais, avec la société civile, les acteurs du secteur, de se mettre tous autour de la table et d'essayer de trouver une solution qui soit aussi confortable, respectueuse de la réglementation pour l'ensemble des acteurs du secteur. Alors c'est vrai que la CNIL a une démarche intéressante dans le sens où elle met pas tout le monde devant le fait accompli. L'ICO a publié des lignes directrices en juillet 2020 également, et beaucoup plus dures, notamment sur des questions qui concernent toutes les entreprises, le consentement lié au cookie d'analytics par exemple, qui est extrêmement dur dans les lignes directrices de l'ICO, sur laquelle il y a des discussions qui se sont amorcées avec la CNIL sur les conditions d'exemption. Donc on voit bien que effectivement de ce point de vue la CNIL est plus constructive. Moi je me place du point de vue des entreprises de mes clients, et effectivement vous allez être impacté dans le sens où il va falloir réviser des positions qui ne sont plus d'actualité avec les nouvelles réglementations en place. Alors c'est effectivement la gestion du consentement vécue parfois, et on vient de le voir comme étant une contrainte. On voit aussi que, comme on l'a rappelé au début, il y a des bénéfices. Donc quels sont les bénéfices réels aujourd'hui qu'on peut effectivement retenir en fait des expériences clients en fait concrètes? Je pense qu'effectivement c'est un point très important dans le sens où la réglementation, le RGPD en particulier, est souvent vécu comme une contrainte qui se superpose à une multitude d'autres contraintes. La démarche de Didomi et celle qu'on construit avec nos clients, c'est d'essayer de renverser cet état de fait et de penser à
tirer parti en fait de ces nouvelles dispositions. Et donc très tôt, on a travaillé à ce qu'on appelle les modèles de mesure des bénéfices. Et donc là, c'est ce qu'on voit, c'est un modèle, c'est un arbre de bénéfices en fait. Exactement. Alors nous, notre effort, c'est en fait de relier le consentement aux revenus, enfin ou aux métriques business qui peuvent être intéressantes pour nos clients. Donc vous avez différentes métriques qui sont pertinentes pour votre activité en tant qu'entreprise. Nous, notre effort, ça va être de relier dans le parcours client le moment où l'utilisateur vous dit oui ou non à cette métrique business. Pour prendre un exemple très concret, c'est ce qu'on fait pour l'univers des médias. Aujourd'hui, on est capable de dire très précisément, quand un utilisateur dit oui au consentement lié à la publicité, combien cet utilisateur va rapporter, avec des vraies découvertes. Donc le chiffre de x2 est un chiffre réel qu'on peut observer sur les plus grands médias ça, français. C'est un chiffre réel de bénéfice, enfin, en tout cas d'augmentation du revenu. Donc en fait, on gagne 2 fois plus d'argent avec un utilisateur qui vous dit oui qu'avec un utilisateur qui vous dit bon, dit non. Et donc la démarche du point de vue de Didomi, donc apporter des solutions, c'est tout d'abord vous aider nos clients à mettre en place la capacité de mesure, la capacité d'analyse et ensuite la capacité d'optimisation afin qu'on puisse relier dans le parcours client le consentement et les préférences de ses clients aux bonnes métriques. Ce qui est très intéressant avec ces métriques-là, c'est que ce sont des outils qui sont vraiment utiles pour vous et qui peuvent vous aider à la fois du point de vue business, évidemment, à mesurer l'efficacité des outils qui ont été mis en place dans votre SI, mais c'est aussi des métriques qui peuvent être utiles pour mesurer la conformité, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les responsables de traitement, les organisations, doivent garantir que les mesures de conformité qui sont mises en place sont efficaces. Et là, vous avez des outils qui vous seront utiles pour mesurer l'efficacité de votre outil de gestion du consentement, notamment. Moi, j'ai toujours vu le consentement et les préférences comme un élément central mais négligé de la relation client. Au fond, on est tous clients et on se dit tous parfois que l'expérience qui nous est proposée n'est pas satisfaisante, on reçoit trop de sollicitations ou à l'inverse des sollicitations mal ciblées et qu'il manquait une brique pour gérer tout ça. Et au fond, la gestion du consentement et des préférences, c'est cette brique-là, c'est ce pilier-là de la relation client sur lequel les entreprises sont forcées de travailler du fait de la RGPD. Donc nous, on le voit plutôt comme un avantage à avoir cette possibilité d'ouvrir ce chantier-là. Alors n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure donc de ce webinaire. On va faire une transition là, on va passer de bénéfices à des risques, donc c'est-à-dire plutôt des sanctions qui aujourd'hui ont été prononcées. C'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que forcément, le RGPD, même si certains ne le savent pas, c'est quand même un texte qui est très ouvert, mais si on n'assortit pas ces obligations de sanctions, c'est quand même peu utile. Donc là, on vous a mis quelques exemples de sanctions qui ont été prononcées au cours de l'année 2019 par différentes autorités, pas uniquement l'autorité française, la CNIL, mais également d'autres autorités de contrôle européennes, sur des sujets qui sont liés au consentement. Oui, c'est des sujets liés au consentement en fait. Évidemment, on est sur les sujets qui sont purement liés au consentement. Donc il y a des questions qui sont liées, par exemple, dans le cas de la sanction rendue à l'encontre de Google, qui sont liées à la question de la transparence, parce que le consentement doit être éclairé, le consentement doit être spécifique. Donc c'est éminemment lié à l'information que vous allez communiquer à vos utilisateurs et aux personnes concernées. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les données ne se valent pas, donc il y a des catégories de données personnelles qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, il y a des données sensibles définies par le RGPD, mais plus largement, quand vous pratiquez certains traitements sur des données personnelles, vous prenez plus de risques. Donc, la Poste autrichienne est un bon exemple de ça. C'est un traitement de revente des données personnelles des abonnés de la Poste autrichienne à des tiers et qui a été sanctionné parce que ne faisant pas l'objet d'un consentement des personnes. Donc, attention aux reventes de données. Attention aux reventes de données. En France, la CNIL a ouvert un chantier avec un certain nombre de mises en demeure à l'automne dernier sur les données de géolocalisation. Ça, pareil, du point de vue du régulateur, c'est quelque chose de plus sensible qu'un cookie ou qu'une autre forme de données personnelles. D'accord, donc aujourd'hui, peut-être un commentaire de plus sur ces sanctions ? En synthèse, c'est de dire aujourd'hui que vous êtes des opérateurs du secteur, vous allez traiter des données personnelles, vous êtes amenés en tant qu'organisation à recueillir le consentement des utilisateurs pour traiter leurs données à caractère personnel. La question, c'est pas tellement de savoir quand est-ce que vous allez le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, on verra ensuite qu'il y a des solutions qui sont envisageables. Mais la question, c'est plutôt de savoir pour vous comment est-ce que vous allez mettre en place ces outils qui permettent
permettent de gérer le consentement et de redonner des droits aux utilisateurs, de leur donner le contrôle de leurs données à caractère personnel, tout en vous conformant à la réglementation. Je pense que c'est intéressant de regarder du coup les premiers retours d'expérience. Oui, parce qu'en fait, Didomi a déjà beaucoup de retours d'expérience, donc on peut rentrer concrètement dans un sujet. C'est vrai que nous, on a la chance de travailler avec des entreprises assez variées, donc de différents secteurs. Là, je vais prendre l'exemple d'une entreprise dans le secteur du tourisme travel, donc une entreprise multimarque qui travaille dans un certain nombre de pays européens, qui a 5 marques grand public, qui proposent des centres de vacances, des services d'hôtellerie et des prestations liées à ça, à des clients dans différents pays européens, avec donc une problématique liée à la gestion du consentement et des préférences qui est assez caractéristique, je dirais, de la plupart des entreprises, dans le sens où c'est une problématique éminemment liée à la capacité à faire du marketing, donc la capacité à générer du revenu auprès d'un certain nombre de clients et de prospects, et avec la spécificité dans le cas de cette marque-là, d'avoir à la fois des parcours online, donc sur un site internet, dans des applications mobiles, et également des clients dans la vraie vie, en agence, dans des centres de vacances, donc différents moments de la vie du client dans lesquels on va avoir l'occasion de lui poser la question de consentement et de préférence. Et donc pour cette entreprise-là, ce qu'on voit, c'est que la solution qui est intéressante, qui est pertinente, ça a été celle d'un preference center, donc ce dont on parlait avec Esté juste avant, qui soit unique, donc un preference center pour le groupe, décliné bien entendu marque par marque, donc dans le sens où dans chaque marque, l'expérience utilisateur sera celle de la marque, mais l'utilisateur retrouvera les consentements liés à toutes les marques du groupe, avec donc la vertu de cette approche qui est d'articuler clairement du point de vue des personnes où leurs données seront utilisées, comment est-ce qu'ils sont susceptibles d'être contactés par d'autres marques du même groupe sur d'autres services, et donc voilà, une approche qui est voilà, une approche au service du client, en lui donnant effectivement plus de contrôle sur ses données, mais tout en conservant l'idée que le groupe est un groupe. Donc là aussi, il y a des bénéfices mesurables en fait. Parce qu'on parlait tout à l'heure de bénéfices mesurables avec le modèle, donc là on est dans une logique aussi de mesurer. Bien sûr, donc ce qu'on peut mesurer dans ce scénario-là, c'est les taux de consentement marque par marque et la diffusion de consentement entre différentes marques. Donc avec des marques qui sont plus intéressantes pour la collecte, d'autres qui sont plus intéressantes dans la vie du client, par exemple. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on a vu que les complexités étaient diverses. On est dans un environnement qui est multimarque, avec différentes localisations finalement. On a différents canaux de communication et de collecte de la donnée avec les clients, offline et online. Et on a à la fois un seul outil qui permet de traiter tous ces sujets à la fois du côté de la personne concernée et à la fois du côté du responsable de traitement de l'organisation qui va collecter les données à caractère personnel. C'est vrai que c'est on répond à un double enjeu, l'enjeu de conformité qui était l'élément essentiel pour lequel c'est le déclencheur, l'élément déclencheur. Ce groupe-là nous a sollicité, mais en fait, la démarche ultérieure a plutôt trait à la relation client. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre de façon pratique dans la vie de tous les jours de mes clients, aussi bien sur mes sites qu'en agence. Alors il y a des facteurs en fait qui sont déterminants, peut-être qu'on peut. Oui, donc dans les retours d'expérience, ce qui est intéressant, donc dans cette démarche de mesurer et de comprendre les comportements des personnes face aux questions de consentement et de préférence, on est en mesure aujourd'hui à Didomi de sortir un certain nombre d'indicateurs. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des indicateurs qu'on a sortis liés au consentement cookie en France, et donc qui montrent les 2 facteurs déterminants du taux de consentement. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez un bon taux de consentement? Qu'est-ce qui fait que vous avez un taux de consentement de 95% versus un taux de consentement de 20%? Il y a 2 éléments principaux qu'on a été capable d'isoler. Le premier, c'est le format. Donc c'est le graphique à votre gauche qui détaille pour les plus gros éditeurs français quels sont les formats choisis. Et donc on voit bien, il y a une dominance de 2 formats. Le format Pop-in, qui est un format assez intrusif, donc qui force l'internaute à faire un choix. Et le format bannière, qui est lié aussi au deuxième aspect, le deuxième facteur du taux de consentement, qui est le mode de consentement. Donc, le format bannière est très pratique quand vous avez un mode de consentement dit soft, la poursuite de la navigation, le scroll, et donc on voit bien. Et la combinaison de ces deux éléments vous permet, en tant qu'entreprise, de travailler votre taux de consentement, donc de l'améliorer au cours du temps.
Alors, 2 points. Est-ce que tu peux nous réexpliquer clairement quelle différence tu fais entre format et mode de consentement? Et puis surtout, il y a un point qui est hyper important, c'est de nous expliquer en fait, est-ce qu'en utilisant et en jouant sur ces 2 facteurs, est-ce que finalement on ne biaise pas le consentement de la personne concernée? Parce que ça, c'est quand même très important de savoir qu'on ne va pas orienter le consentement et qu'il aurait tendance à être moins libre que ce qui est attendu et ce qui constitue l'exigence réglementaire. Tu as tout à fait raison. En fait, on opère dans un cadre qui est contraint, qui est un cadre réglementaire. Mais dans ce cadre-là, en fait, il y a une marge de créativité, dans le sens où, et c'est même ce que demande la CNIL, c'est de réfléchir en termes d'expérience utilisateur. Un des sujets principaux d'inquiétude de la CNIL aujourd'hui, c'est la fatigue du consentement, le fait qu'on pose trop souvent les questions aux personnes, notamment sur le consentement cookie. Et donc, on voit bien que si on travaille pas de façon un peu créative à ces sujets, on obtiendra toujours des bannières qui seront tristes, qui seront intrusives, qui seront mal insérées dans le parcours client, etc. Et peu engageantes. Et peu engageantes, et du coup, voilà, en contrepartie, moins performantes aussi. Donc on voit bien, voilà, comme tous ces éléments-là sont liés. Pour répondre à ta première question, en fait, le format, c'est vraiment la façon dont la question va être posée en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que c'est un petit carré, petit panel en bas à gauche de mon écran, en haut à droite? Est-ce que c'est une bannière en bas, une bannière en haut? Est-ce que c'est un autre format? Et donc on peut analyser, mesurer les taux de consentement format par format. Le mode de consentement, c'est est-ce que je propose un bouton j'accepte et un bouton je refuse? Est-ce que je propose des choix un peu différents? La façon dont le consentement se manifestera du point de vue de l'utilisateur. Alors, on a parlé effectivement beaucoup de réussite, de projets. Évidemment, dans des projets, il y a aussi des difficultés auxquelles on fait face. Donc, avec toute l'expérience qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets-là, est-ce qu'on peut déjà pointer quelques difficultés au-delà du fait que effectivement, le Gartner annonce un marché très important d'ici 2022? Tout à fait. Alors, il y a des points que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. C'est un des points qui est souvent sous-estimé ou négligé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de consentement délégué. Donc l'idée qu'au fond, souvent le consentement peut être collecté par un intermédiaire, donc par une personne en face d'une autre personne, un agent du call center, un conseiller bancaire en agence, etc. Quelqu'un qui est dans un magasin et qui consomme. Voilà, et en fait, c'est un mode parfaitement valable de collecte du consentement. Donc, oui, tout à fait. En fait, la difficulté, dans ce cas particulier, ça va être plutôt une difficulté probatoire du point de vue juridique, c'est-à-dire de réussir à démontrer que le consentement a tout de même été valablement obtenu de la personne concernée et que, on va dire, malgré le fait qu'il existe un intermédiaire, que cet intermédiaire a bien été en mesure de transmettre l'information nécessaire à la personne concernée pour que celle-ci puisse valablement donner son consentement. Et donc c'est là où nous on intervient en fait avec des mécanismes de validation, donc l'envoi automatique d'un email, une notification qui va reprendre les éléments constitutifs du consentement pour que la personne puisse déjà dire ah bah non j'ai jamais dit oui donc je m'y oppose, ou plus simplement avoir une trace quelque part de ce consentement-là. Et donc ça c'est une des difficultés qui est souvent sous-estimée ou en tout cas, et c'est aussi à la fois un vrai avantage pour les marques qui peuvent mettre ça en œuvre, dans le sens où on obtient des taux de consentement bien meilleurs. Quand on pose la question de personne à personne, les gens ont plutôt naturellement tendance à dire oui que non. Et donc ça, c'est un vrai atout aussi des entreprises. Dans les autres difficultés, il y a des vraies difficultés, je dirais, organisationnelles, dans le sens où c'est souvent un projet qui est transversal, qui mobilise non seulement la partie juridique de l'entreprise, mais également le marketing très souvent, tous les services liés à la relation client. C'est un sujet technique parce que il faut rendre ça efficace dans l'entreprise. Quand quelqu'un vous dit oui, il faut que ça se traduise concrètement dans les différents systèmes en place. Alors ça fait une transition justement sur comment on met en place finalement donc un projet de gestion de consentement et des préférences utilisateurs donc de manière concrète. Et donc quelle est effectivement
Sur la manière de conduire un projet, alors moi avec ma casquette de juriste, c'est vrai que je reprends le texte et le RGPD, mais le RGPD c'est un formidable outil parce qu'il a aussi permis de rapprocher certaines fonctions dans l'entreprise. Donc quand on va conduire un projet comme ça qui consiste à intégrer un outil de gestion du consentement, ce qui est très important, c'est d'associer à la préparation de ces travaux l'ensemble des acteurs qui vont devoir intervenir. Donc ça va être le DPO évidemment, ça va être les équipes IT, ça va être évidemment un partenaire comme Didomi. Pourquoi ? Pour comprendre vraiment quels sont les besoins de l'entreprise, pour savoir comment est gérée la collecte du consentement, quels sont les canaux, quelles sont les spécificités liées au traitement, etc. Et de conduire cette analyse avec les métiers. Donc c'est un vrai projet en fait, et ce que tu as très bien décrit, c'est que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, donc qu'il faut faire dans l'ordre, étape par étape. Et c'est vrai qu'avec les mois d'expérience qui nous séparent du 25 mai, on commence à avoir une bonne compréhension de ce qui est commun dans tous ces projets-là. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on travaille avec TNP pour aider nos clients sur cette phase de projet, à les accompagner de bout en bout, dans le sens où l'idée c'est que vous puissiez mettre en œuvre demain de façon efficace les solutions qu'on vous propose, mettre en œuvre les modèles de mesure des bénéfices, etc. Alors, on nous pose souvent la question pourquoi donc en général les clients répondent oui, on sait pourquoi il faut le faire, on sait comment le faire, et puis maintenant comment on démarre un projet en fait concrètement, et quelles sont les prochaines étapes en fait pour un projet. Donc la prochaine étape sans doute 100% des cas, c'est vrai que c'est faire une démonstration, se rapprocher de nous et effectivement avoir une démonstration de la plateforme et de l'outil, commencer à discuter effectivement des besoins. Et puis après, avec TNP, on a mis en place donc une méthodologie de déploiement qui permet de cadrer en quelques mois ce genre de projet, avec généralement le point phare de cette méthodologie, c'est un atelier qui s'écoule sur 2 jours, dans lequel on va définir le périmètre, à la fois métier et fonctionnel, et également rentrer un petit peu dans la partie intégration pour bien baliser ce genre de projet. Oui, donc démonstration, atelier, et c'est là où on va regrouper à la fois côté TNP Didomi les compétences, et côté client bien sûr, les compétences juridiques, marketing, technique, intégration. Et puis, donc c'est effectivement c'est important de tout centraliser et d'avoir une vision holistique en fait du projet dès le début, et parce que finalement il y a que comme ça qu'on fait du privacy by design au sens du règlement. Et le contenu de ces ateliers, les échanges, les comptes rendus, il faut pas oublier que tout ça aussi ça permet aux organisations de documenter la conformité. Tout à fait, et c'est une des vertus effectivement de ce genre d'approche et de se faire correctement accompagner. Donc on arrive effectivement à cette partie fin du webinaire, et donc on va continuer évidemment par les questions-réponses que vous pouvez avoir en fait. Donc il y a plusieurs questions-réponses. Donc il y a une première question qui concerne en fait je crois un slide. Donc on parlait 90% de taux de consentement alors que c'est 34% dans le graphique. On va peut-être reprendre le graphique parce que on va revenir effectivement sur ce graphique-là, c'est ça? Il était peut-être pas très clair. Alors il faut distinguer le taux de consentement des formats adoptés. Et donc ce que vous avez là, c'est des statistiques liées à l'adoption par les 100 plus gros éditeurs français en matière de consentement. Donc, à gauche, les formats qui sont en ligne sur leur site. Est-ce que ce sont plus des bannières, des formats pop-in, des panels, d'autres formats qui sont plutôt marginaux? Et donc on voit bien que le format adopté en majorité, c'est la bannière. Donc, ce qu'on appelle la bannière, c'est le petit bandeau en bas ou en haut d'écran. À droite, vous avez le mode de consentement qui est adopté par ces mêmes éditeurs. Est-ce que c'est plutôt un mode de consentement soft, avec la poursuite de la navigation, le scroll comme marqueur du consentement? Est-ce que c'est un mode de consentement plus strict, avec clic sur un bouton j'accepte ou pas? Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la réalité du marché, c'est qu'effectivement, on reste sur des modes de consentement soft parce que c'est permis, c'est toléré par la CNIL. Autre question donc qui concerne en fait posée par Julie, c'est ça?
Y a-t-il également une obligation d'historisation du taux de consentement? Alors, ça porte sur le taux de consentement. Alors non, il n'y a pas d'obligation de stocker, enfin d'historiser ce taux de consentement. C'est plutôt quelque chose d'intéressant et de pertinent en guise d'indicateur plutôt business en fait. Pour le DPO et pour le business. Pour les deux encore une fois. Pour comprendre l'impact de son activité sur son entreprise. Il y a des obligations de preuve du consentement et qui sont d'ailleurs discutées en partie à la CNIL pour la partie cookie parce que c'est compliqué d'avoir une preuve de consentement cookie et donc on s'achemine là, en tout cas on regarde des ateliers plutôt vers une preuve de process, donc la capacité à montrer que tel jour à telle heure vous aviez tel format de bannière sur votre site avec telle mention d'information et telle modalité de consentement. C'est plutôt comme ça pour le consentement cookie, on apportera la preuve. Après, pour d'autres événements de consentement, c'est une preuve qui est vraiment liée à la personne. Alors, une question intéressante et surtout bien instruite. Le taux de consentement cookies supérieur à 90% de la copine est mesuré, je suppose, depuis une DMP avec accepté/paramétré. Quelles sont les statistiques lorsque la CMP utilise une interface telle qu'affichée dans votre premier slide, finalité présente sur la première page? Très bonne question. Alors, sur la partie analytics de la question, la réponse c'est aussi longue que la. Oui, je peux en parler sur les 10 prochaines minutes si vous souhaitez. Donc sur la partie analytics, alors il y a différentes façons. Si vous travaillez avec Didomi, de mesurer le taux de consentement. Donc nous, on va collecter des événements de consentement et donc on va pouvoir fournir directement l'analytics de consentement depuis la console Didomi. Donc c'est un outil en ligne auquel vous avez accès et vous pouvez construire vos rapports de consentement. On est aussi en capacité de pousser ces événements-là dans votre outil d'analytics ou de business intelligence que vous utilisez au quotidien, dans Google Analytics sur votre site, dans d'autres outils de BI si vous le souhaitez. Donc de ce point de vue-là, on est assez agnostique. Sur les taux de consentement pour des formats qui sont assez stricts, donc avec un bouton j'accepte, un bouton je refuse, c'est quelque chose qui est aujourd'hui peu courant, mais qu'on observe par contre depuis les mises en demeure de la CNIL sur mobile, dans l'environnement applicatif. Donc on a beaucoup de clients qui sont éditeurs d'applications mobiles et qui ont été contraints parce qu'ils font des traitements sur des données de géolocalisation. Ils ont été contraints de mettre en œuvre ces modalités de consentement avec un bouton j'accepte, ou tout accepter et tout refuser. Et donc on est en mesure de sortir des chiffres. Et alors étonnamment, donc on a parfois des très bons chiffres dans le sens où dans des applications qui posent ces questions-là, on a des taux de consentement qui au cours du temps s'établissent à plus de 80%. Et inversement, on a aussi des applications dans lesquelles le taux est nettement inférieur, donc plutôt de l'ordre de 50%. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de réfléchir correctement à ce sujet parce qu'il y a une marge de progression énorme entre 50 et 80%. Et donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que les gens ont plutôt tendance à vous dire oui. C'est la notion de poser la question au bon moment, donc au moment où c'est pertinent pour la personne de s'exprimer. Donc si vous posez la question sur le consentement lié à la géolocalisation, faites-le au moment où la personne est en situation. Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est ces éléments-là qui sont ceux qu'on appelle d'optimisation du taux de consentement, mais qui démarrent toujours par la mesure, donc la capacité à bien comprendre où est-ce qu'on en est et ce vers quoi on pourrait aller. Autre question de Eva. Donc, que vont concrètement changer les nouvelles directives d'e-privacy par rapport aux dispositions du RGPD? Dans le cadre du RGPD, on est finalement dans le cadre d'une réglementation générale sur la protection des données. E-privacy a vocation à préciser les éléments qui sont liés aux événements qui interviennent dans le cadre de la société d'information et surtout dans le cadre du consentement des utilisateurs, des consommateurs. Alors, e-privacy, c'est toujours en discussion. Ça a été repoussé très longtemps et là, l'actualité montre que ça s'active de nouveau avec il y a un article principal qui fait l'objet de beaucoup de débats, qui est l'article 10, qui définit au fond
les modalités de consentement, notamment liées aux traceurs. Et donc, ce que e-privacy conduira à avoir, c'est une harmonisation des différentes règles du point de vue du consentement lié aux traceurs en Europe, qui sera plutôt la bienvenue, parce que vous l'avez vu, la ICO a des opinions différentes de la CNIL, qui a peut-être, et voilà, ce sont d'autres autorités qui ont des opinions différentes. Donc, quand vous êtes un groupe présent dans différents pays, qu'est-ce que vous faites? Quelle voie suivre? Donc, généralement, on adopte ce qu'il y a de plus strict, donc la position la plus stricte, quand on peut pas faire mieux. Et donc, nos solutions ont développé des fonctionnalités pour pouvoir justement adapter la façon dont on pose la question aux réalités réglementaires du pays. Ok, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez encore 10 secondes. Mais on va tout de suite vous dire effectivement qu'on est à vos dispositions et vous avez les coordonnées là à la fois d'Esté, de Romain et de moi-même. Si vous êtes intéressé par avoir plus d'informations, échanger avec nous sur certains sujets particuliers qui sont aussi structurants, pourquoi pas sur les ateliers en cours avec la CNIL, sur le modèle de bénéfice, sur les cas d'usage, sur les retours d'expérience, sur la méthodologie, sur comment faire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été partagées aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On va bien sûr remercier Esté. Merci Esté. Merci Thierry, merci Romain. Et merci Romain en fait pour ce webinaire. Vous avez bien sûr le replay qui est à disposition sur Webikeo et donc on vous donne rendez-vous sur un prochain webinaire. On en a très régulièrement en fait sur la chaîne Webikeo, que ce soit effectivement sur des sujets de gestion de consentement ou sur de la sécurité. Et merci effectivement à David qui est derrière les caméras, qui s'occupe de tout ça avec brio. Voilà, merci. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.